L'histoire commence au lycée numéro 7 de Jiangsu, alors que le soleil commence à peine à se coucher sur le campus. Dans l'une des salles de classe, les élèves sont occupés par leurs propres affaires tandis qu'un mec dort profondément affalé sur son bureau. Ce mec, c'est Qin Fan, et il se réveille soudainement en sursaut avec un regard de pur choc sur le visage. Il frappe violemment des deux mains sur son bureau et se lève, hurlant qu'il refuse d'accepter ce résultat. Il regarde autour de la pièce, complètement désorienté, se demandant s'il a atterri en enfer. Toute la classe le dévisage pendant une seconde avant d'éclater de rire. Quelques-uns de ses camarades se foutent de sa gueule, se demandant s'il fait des cauchemars ou il se fait virer de sa famille. Les insultes continuent de fuser, le traitant de vulgaire chien errant abandonné. Qin Fan fixe ses mains, essayant de comprendre si tout ça est vraiment réel. Il se souvient très clairement d'avoir été abattu et mis en pièces dans sa vie précédente. Il baisse les yeux vers son bureau, voyant tous les mots haineux que ses harceleurs ont gravés dans le bois. Il finit par tilter. Il a été renvoyé 500 ans en arrière, dans son propre passé. Il réalise qu'il est retourné au point de départ le plus désespéré et le plus douloureux de sa vie. Il revoit sa première année de lycée, quand le clan Qin a jeté toute sa famille à la rue comme de vulgaires déchets. Ses camarades de classe, Wang Zijin et son ex-fiancé Xumang, sont restés là à rire de sa chute. Ses parents ont essayé de reconstruire leur vie à partir de rien, et pendant un moment, les choses semblaient s'arranger. Mais ensuite, son second oncle les a piégés, ce qui les a conduits tous les deux en prison. Ils sont morts pleins de ressentiment, laissant Qin Fan seul et brisé. Les tragédies ne se sont pas arrêtées là. La famille Du a fini par lui briser les deux jambes. Il a même perdu sa petite amie, Yin Yuo, poussée à la mort. Qin Fan était lui-même au bord de la mort, gisant vaincu sous la pluie. C'est alors qu'un maître mystérieux est apparu et a tout changé pour lui. Le vieil homme lui a dit qu'il était l'élu du Dao céleste. Après un siècle de cultivation intense, il s'est élevé pour devenir le saint empereur mortel. Il a atteint le sommet, se tenant à un pas de devenir un véritable immortel. Il a affronté son ultime tribulation de foudre, hurlant alors que la puissance menaçait de le consumer. Mais un démon intérieur, né de sa vieille haine, lui a fait perdre le contrôle. Il est tombé des cieux, refusant toujours d'accepter son sort. Il n'aurait jamais imaginé que la tribulation échouerait à le tuer et lui donnerait à la place une nouvelle vie. De retour dans la salle de classe, un sourire sombre s'étire sur son visage. Il lâche un rire maniaque, déclarant que les cieux refusent vraiment de le laisser mourir. Ses camarades le regardent comme s'il avait complètement pété un câble. Wang Zijin se lève, proposant de lui coller quelques baffes pour le réveiller. Les yeux de Qin Fan deviennent glaciales en pensant à tous les regrets qu'il a portés depuis sa vie passée. Soudain, il abat son poing avec une force telle qu'il pulvérise le bureau en éclats. Il fusille son entourage du regard, prévenant le clan Qin et ses ennemis que les choses seront différentes cette fois-ci. L'onde de choc fait reculer ses camarades de classe, entre confusion et peur. Il serre le poing, notant que son corps actuel ne peut contenir qu'une infime fraction d'énergie. Même ainsi, il sait que c'est amplement suffisant pour entamer sa vengeance. Toute la pièce tombe dans le silence alors qu'il se tient là, irradiant une aura nouvelle et dangereuse. C'est alors que le surveillant général fait irruption dans la pièce, hurlant à tout le monde de la fermer. Wang Zijin pointe immédiatement Qin Fan du doigt, affirmant qu'il est devenu complètement taré. Le surveillant ricane face à Qin Fan, insultant son apparence et qualifiant son comportement de pure atrocité. Qin Fan lui rend un regard glacial, se souvenant que ce prof était le plus impitoyable de tous ceux qui l'ont enfoncé quand il était au plus bas. Le surveillant hurle que laisser un putain de raté comme lui assister au cours est une perte de temps et lui ordonne de sortir dans le couloir en guise de punition. Qin Fan lâche un petit sourire en coin, se rappelant le secret sur cet homme qu'il a appris dans sa vie précédente. Il l'affiche direct devant tout le monde, révélant qu'il a acheté son diplôme d'enseignant juste pour jouer les mecs bien. Qin Fan lui rit au nez, lui demandant si un diplôme d'école primaire le fait vraiment se sentir supérieur. Toute la classe est stupéfaite qu'il ait eu les couilles de provoquer le surveillant général comme ça. Le surveillant devient rouge de rage, lui hurlant dessus et le traitant de petit bâtard. Qin Fan ne recule pas, soulignant que le mec n'a son boulot que parce qu'il est de la famille du directeur et qu'il accepte des pots de vin. Il continue d'énumérer ses crimes, mentionnant comment l'homme a utilisé des tactiques sournoises pour forcer des élèves défavorisés à abandonner l'école. Dans sa vie passée, ce même type avait détruit des preuves de harcèlement et menaçait constamment Qin Fan d'expulsion. Il l'achève en mentionnant qu'il a plagié ses plans de cours parce qu'il ne comprend même pas les questions d'examen basique. À l'époque, Qin Fan n'avait d'autre choix que de subir cet abus de pouvoir. Mais maintenant, il regarde ce soi-disant prof droit dans les yeux et lui demande s'il en a entendu assez. Il déclare que cette fois-ci, tout sera différent. Le surveillant hurle qu'il suspend Qin Fan pour une semaine et lui dit de rentrer chez lui pour réfléchir. Il menace de le dénoncer à toute l'école et au conseil d'administration pour son comportement. Qin Fan s'éloigne simplement, jurant d'exiger le remboursement de chaque dette de sa vie passée au centuple. Il dit au surveillant de lancer le compte à rebours de son temps restant, là, tout de suite. La suspension, c'est exactement ce à quoi il s'attendait. C'était toujours la méthode de prédilection de ce type pour les délinquants. Le surveillant bouillonne de rage, n'arrivant pas à croire que le gamin sourit encore après avoir été humilié. Il ramène les parents de Qin Fan sur le tapis, se moquant de la façon dont ils ont dû se mettre à genoux et supplier juste pour le garder à l'école. Il rigole, prévoyant de les faire venir et de les humilier devant toute l'école. Qin Fan s'arrête net, ses yeux se plissant avec une lueur meurtrière. Il demande à cet enfoiré s'il pense vraiment pouvoir oser insulter sa famille. Avant même que le surveillant puisse réagir,
Qin Fan se retourne d'un coup sec et lui balance une gifle dévastatrice. Le type est projeté en l'air, le sang giclant alors qu'il s'écrase lourdement sur le sol. Qin Fan se tient au-dessus de lui, annonçant à toute la salle qu'il ferait bien d'écouter attentivement. Il prévient qu'à partir de maintenant, quiconque se mettra en travers de son chemin subira exactement le même sort. Le surveillant recule en rampant, terrorisé, balbutiant qu'il va définitivement le faire virer maintenant. Qin Fan lui dit juste qu'il a de la chance. Son éducation est la seule raison pour laquelle il n'a pris qu'une simple claque. Le surveillant se tient la joue enflée, ayant l'air complètement pathétique et brisé. Qin Fan sait qu'il n'a pas encore beaucoup de pouvoir, donc devenir plus fort est sa priorité absolue. Il regarde l'heure, réalisant qu'il doit rentrer chez lui immédiatement pour régler une affaire urgente. Une demi-heure plus tard, il arrive dans les rues familières et délabrées des bas quartiers. Il regarde autour de lui, pensant au fait que ça fait 500 ans qu'il n'a pas mis les pieds ici. Il se souvient que sa famille n'a survécu que grâce à la propriété que sa grand-mère leur a laissée. Soudain, une voix l'appelle, utilisant son surnom d'enfance. Il se retourne pour voir son père et sa mère travailler dehors, exactement comme dans ses souvenirs. Les larmes lui montent aux yeux en les voyant de nouveau bien vivants. Ses parents se précipitent vers lui, inquiets qu'il y ait eu un problème à l'école ou que quelqu'un l'ait harcelé. Qin Fan les serre tous les deux fort dans ses bras, pleurant en leur disant qu'ils lui ont juste manqué. Les parents de Qin Fan sont déconcertés par la soudaine explosion d'émotion de leur fils, ne sachant pas ce qui lui prend. Son père lui serre fermement les bras, lui rappelant qu'un homme doit être fort, tandis que Qin Fan rit, promettant de devenir plus fort que quiconque. En regardant ses parents, Qin Fan fait le vœu silencieux et solennel de les protéger à tout prix dans cette vie. Alors que ses parents rayonnent de fierté, le crissement de pneus d'une voiture de luxe s'arrêtant tout près détourne leur attention. L'expression de Qin Fan se durcit instantanément alors qu'il reconnaît les individus sortant du véhicule. Zhu Yang, le PDG du groupe, s'approche avec un faux sourire. Qin Fan se souvient de lui comme de l'hypocrite qui a trahi sa famille dans sa vie passée. Le père de Qin Fan est surpris de voir le « vieux » et lui demande ce qui l'amène dans leur modeste quartier. Qin Fan plisse les yeux, se rappelant comment la façade moralisatrice de cet homme a autrefois trompé ses parents pour leur extorquer une confiance désastreuse. Une jeune femme sort de la voiture, les traitant avec arrogance de pauvres et pressant son père d'arrêter de perdre du temps. C'est Uxuman, la fille de Zhu Yang et la fiancée de Qin Fan. Une femme qui ne lui accorderait même pas un second regard. Qin Fan reste silencieux, répondant à son regard dédaigneux par un regard froid et inflexible. Les pointant du doigt, elle déclare sans détour qu'elle est là pour rompre les fiançailles car ils viennent de deux mondes différents. Qin Fan note mentalement qu'ils viennent en effet de mondes différents, bien qu'elle ne réalise pas encore qui se tient au-dessus de qui. À leur choc absolu, Qin Fan la regarde droit dans les yeux et déclare simplement « Refusé ». Il lui dit qu'elle ne peut pas le mesurer avec son bon sens commun dans cette vie, car sa vengeance ne fait que commencer. Uxuman est outré, demande ancien, crapaud, comme lui pense vraiment qu'il pourrait un jour se régaler d'un cygne, comme elle. La mère de Qin Fan réplique sèchement, rappelant haut que c'était eux qui avaient supplié pour ses fiançailles des années plus tôt. Wu Yang essaie de maintenir son image, disant à sa fille de surveiller ses manières, tandis qu'elle continue d'insister sur le fait que les Qin ne valent pas leur temps. Qin Fan l'interrompt, soulignant que la personne qui a réellement aidé la famille à bâtir son empire était son père, et non la branche principale de la famille Qin. Il leur rappelle que son père a fourni leurs frais de scolarité, leur capital de départ et leurs relations commerciales. Tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Qin Fan voit clair dans leur jeu du « bon flic, mauvais flic », sachant qu'il manipule le sens de la loyauté à l'ancienne de ses parents. Zhu Yang prend un air peiné, pressant Xiao Fan de laisser le passé derrière lui pour le bien de l'avenir des enfants. Il prétend qu'il ne pourra jamais rembourser sa dette, mais doit donner la priorité à sa fille, tandis qu'elle offre grossièrement 10 millions pour mettre fin au contrat de mariage. Qin Fan ricane, demandant s'il traite maintenant la gentillesse de ses parents comme une simple négociation commerciale. Il demande si la main de Uxuman ne vaut vraiment que 10 millions, connaissant leurs véritables et sombres intentions de sa vie passée. Qin Fan se souvient comment Wu Yang a délibérément saboté ses parents juste après qu'ils ont remis le contrat de mariage la dernière fois. Uxuman le prévient de ne pas pousser le bouchon, lui demandant s'il pense qu'un vulgaire bout de papier lui donne un moyen de pression pour les faire chanter. Elle pète un plomb, le traitant de pauvre déchet pathétique et lève la main pour le frapper ou le pointeur du doigt. Dans un flou de mouvements soudains, un bruit sec fend l'air. Qin Fan attrape son poignet en plein vol avec une facilité déconcertante, sa poigne semblable à de l'acier. Ses yeux brillent d'une intensité démoniaque et terrifiante lorsqu'il lui demande si elle pensait vraiment qu'il la laisserait faire à sa guise cette fois. Il se penche, murmurant un avertissement. Si ses parents n'étaient pas là, il ne repartirait pas d'ici en un seul morceau. Uxuman à l'aide de terreur, incapable de comprendre comment ce raté est soudainement devenu si puissant. Avec un ordre froid et méprisant, Qin Fan leur dit à tous les deux de foutre le camp. Uxuman hurle alors qu'elle trébuche en arrière, tombant dans le caniveau fétide de la rue du Bidonville. Qin Fan ajoute que si la rumeur se répandait sur leur trahison envers la famille qui les a nourris, leur empire commercial s'effondrerait. Wu Yang, désespéré, essaie de jouer à nouveau les gentils, demandant s'ils peuvent juste s'asseoir et discuter de bonne foi. Qin Fan lui tourne le dos, exigeant que Uxuman se prosterne 100 fois à leur porte pour s'excuser en premier lieu. Il regarde son père et fait une froide déclaration. Il va démanteler la famille ou lui-même. Menant ses parents stupéfaits vers leur maison, il leur dit de lui faire simplement confiance pour cette fois. Serrant sa poitrine dans une rage folle, Uxuman jure qu'elle tuera ce déchet
pour cette humiliation. Zhu Yang les regarde s'éloigner, le visage assombri alors qu'il réalise que Qin Fan a complètement ruiné leur plan et est loin d'être le lâche auquel il s'attendait. Dans la voiture, Uxuman enrage, disant qu'ils ne peuvent pas laisser les Qin s'en tirer comme ça, mais son père lui dit de se détendre, affirmant qu'il a de nombreux moyens de les écraser. Zhu Yang grince des dents de colère, réalisant que Qin Fan a réellement osé le menacer et supposant que ce n'est qu'un coup de bluff basé sur la possession du contrat. Il jure que la fin de cette famille sera tout aussi misérable que la famille principale Qin le désire, hurlant au chauffeur de démarrer tandis que Uxuman bout de rage à l'arrière. La voiture de luxe s'éloigne à toute vitesse des bidonvilles, laissant une traînée de poussière dans son sillage. Depuis la fenêtre, Qin Fan les regarde partir, sachant que la famille ne reculera devant rien et décidant qu'il doit frapper le premier. Sa mère lui touche doucement le visage, inquiète de son soudain changement de tempérament, tandis que son père approuve en disant qu'il semble être une toute autre personne. Qin Fan leur lance un regard rassurant, leur disant qu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus vivre de la façon dont il a fait jusqu'à présent. Il déclare qu'à partir de maintenant, plus personne ne les maltraitera, ne les humiliera ou ne les blessera, plus jamais. Ses parents sont émus aux larmes, leurs expressions mêlant le chagrin pour ses souffrances passées et la fierté pour l'homme qu'il est en train de devenir. Son père le serre fort dans ses bras, lui disant qu'il sera toujours leur plus grande fierté, quoi qu'il arrive. Qin Fan leur rend leur étreinte, un doux sourire sur le visage alors qu'il promet que tout va s'arranger à partir de maintenant. Il pose son menton sur l'épaule de sa mère, ses yeux reflétant une détermination d'acier à réécrire son destin. Au fond de son cœur, il se proclame le souverain céleste Azura, ayant juré de réécrire les règles mêmes de ce monde. Plus tard dans la nuit, sous la lueur pâle de la lune, Qin Fan bondit par la fenêtre de son appartement dans l'air sombre de la ville. Il atterrit avec une grâce de prédateur sur une corniche voisine, ses yeux balayant le paysage urbain. Il note que le QI spirituel sur Terre est incroyablement mince et qu'il doit trouver un endroit approprié pour commencer sa cultivation. Utilisant ses sens accrus, il se déplace dans la ville comme un fantôme, cherchant une source d'énergie. Il se tient au bord d'un toit, ressentant une aura faible mais pure provenant d'un parc voisin. Repérant un lac isolé entouré d'arbres, il sourit, sentant que sa chance commence enfin à tourner. Il descend sur un gros rocher au milieu de l'eau, s'asseyant en tailleur alors que l'énergie spirituelle commence à tourbillonner autour de lui. Qin Fan est ravi de découvrir que le QI spirituel dans ce lac est étonnamment riche et puissant. Il réalise que s'il l'absorbe complètement, ce sera suffisant pour franchir le seuil de condensation du QI ce soir. Bien qu'il ait perdu l'héritage divin qu'il possédait autrefois, il ne voit pas son état actuel comme un désavantage. Alors que l'aura d'énergie bleue l'enveloppe, il accueille ce nouveau départ, prêt à gravir à nouveau les échelons jusqu'au sommet du pouvoir. Qin Fan repense à sa vie passée, où une fondation faible et des démons intérieurs ont causé sa perte lors de son ultime tribulation de foudre. Maintenant qu'il est de retour, il est déterminé à cultiver correctement depuis le début et à atteindre enfin l'immortalité. Il est assis en tailleur sur un rocher près du lac alors que le soleil du matin se lève sur la ville. L'énergie spirituelle bleue tourbillonne autour de lui, s'enfonçant dans son corps alors qu'il concentre son esprit. Ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'une lumière dorée perçante. Il n'en revient pas de sa chance. Purifier ses méridiens lui a en fait offert une percée inattendue. Il semblerait qu'il ait déjà éveillé les yeux d'or flamboyants, une capacité surpuissante issue d'un héritage ancien. Même si son niveau de puissance est encore faible, cette capacité de voir à travers les choses va changer la donne. Tout près de là, un vieil homme arrête ses propres exercices, surpris de trouver un gamin dehors si tôt. C'est l'ancien Gu, une figure massive de l'armée, et il est clairement impressionné par le dévouement du jeune homme. Qin Fan se contente de donner une réponse effrontée, disant qu'il était juste là pour s'imprégner de l'essence du soleil et de la lune. Il fait un signe de la main décontractée en guise d'au revoir, disant au vieil homme de ne pas le laisser interrompre sa routine matinale. Il décide qu'il est temps de rentrer chez lui avant que ses parents ne se rendent compte qu'il est parti. L'ancien Guglous, trouvant l'attitude du garçon plutôt intéressante. Son garde du corps n'est pas si convaincu et demande s'il devrait enquêter sur l'apparence suspecte de ce gamin. L'ancien balaie l'idée d'un revers de main, le considérant comme un simple gosse qui s'amuse, et demande des nouvelles de sa petite fille, Xiao Xuan. Le garde du corps rapporte que le vol de la jeune demoiselle arrivera sous peu. L'ancien Gu est satisfait. Ça fait un moment, et il est prêt à passer du temps de qualité avec elle. De retour dans la modeste maison familiale des bidonvilles, Qin Fan pousse le portail. Sa mère est surprise de le voir dehors si tôt, mais il lui dit juste qu'il est allé faire un jogging et a rapporté le petit déjeuner. Juste à l'extérieur, un mec au téléphone observe la maison, s'assurant qu'il a la bonne cible. Il se marre, traitant Qin Fan de gamin morveux et promettant d'accepter le contrat. À l'autre bout du fil, Xuman se prélasse sur son canapé, ordonnant froidement de le torturer à petit feu. À l'intérieur, Qin Fan jette un coup d'œil par-dessus son épaule, sentant que la famille bouge encore plus vite que prévu. Ses parents sortent à sa rencontre, inquiets après avoir reçu un appel de son école. Il leur dit de ne pas s'en faire. Le surveillant a insulté la famille, alors il a simplement remis à sa place. Sa mère a l'air incertaine, tandis que Qin Fan espère intérieurement que sa fiancée paie ses voyous un bon prix. Il promet que d'ici 3 jours, ce surveillant sera à leur porte en train de supplier pour obtenir leur pardon. Ses parents restent là, hébétés, complètement confus par sa soudaine confiance. Il leur dit que puisqu'il a quelques jours de congé, il va sortir pour faire un vrai entraînement. Il leur fait un grand sourire, jurant de protéger la famille à partir de maintenant. Sa mère le regarde s'éloigner,
réalisant que son fils a véritablement changé. Il retourne sur les rives tranquilles du lac pour poursuivre son entraînement. Grâce à 500 ans de souvenirs, sa cultivation progresse beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il est certain qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne franchisse le seuil de la véritable cultivation immortelle. Non loin de là, l'ancien Gu et son garde du corps boivent le thé quand l'atmosphère change brusquement. Le garde du corps panique, remarquant que l'énergie spirituelle de la zone est rapidement aspirée. L'ancien Gu regarde, sous le choc, sentant le drainage massif de l'environnement. Il regarde vers la source de la perturbation, réalisant que quelqu'un est réellement en train de cultiver à proximité. Il aperçoit la silhouette sur le rocher et réalise que c'est le même gamin que tout à l'heure. Soudain, un groupe de voyous débarque, leur chef faisant craquer ses jointures, prêt à encaisser son salaire. Qin Fan ne bouge même pas, l'énergie bleue tourbillonnant toujours autour de lui alors qu'il se rapproche. Le chef des voyous aux cheveux rouges se marre, disant à Qin Fan que son heure a sonné. Il pense que c'est l'argent le plus facile qu'il ait jamais gagné. Tout près, le garde du corps de l'ancien Gu observe la confrontation et demande s'il doit intervenir pour régler la situation. L'ancien Gu reste calme, sirotant son thé et décidant d'attendre pour voir si le garçon a vraiment ce qu'il faut. Les voyous sont vénères d'être ignorés, et le chef ordonne à son gars de commencer à filmer pour qu'il puisse montrer le spectacle à leur employeur. Le chef s'élance avec une matraque, hurlant à son larbin de bien cadrer le gamin en train de crier. Qin Fan ne tressaille même pas alors qu'il bloque la frappe d'une seule main sans aucun effort. Le sourire du voyou disparaît instantanément lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus bouger son arme d'un millimètre. D'un petit geste désinvolte, Qin Fan envoie le colosse valser dans les airs comme s'il ne pesait rien. Il se lève lentement, disant à la bande qu'ils sont arrivés au moment parfait pour son échauffement matinal. Maintenant qu'il a officiellement atteint le stade de raffinement du QI, une aura bleue commence à pulser autour de lui. Il s'étire les bras, prêt à faire enfin circuler un peu de sang. Terrifié, le chef recule en rampant et hurle au reste du gang d'arrêter de mater et de le défoncer. Les voyous chargent tous en même temps, motivés par la promesse de la récompense de 200 000 yuan. C'est un massacre total. Qin Fan commence à les éliminer un par un avant même qu'ils ne puissent s'approcher. Un autre larbin se prend une bouchée de terre alors qu'il est balayé comme un vulgaire déchet. Le chef regarde la scène avec horreur, complètement incapable de comprendre comment un morveux, comme ça détruit toute son équipe. L'ancien Gu regarde le combat avec un sourire aux lèvres, trouvant le spectacle de plus en plus intéressant de seconde en seconde. Soudain, une voix appelle grand-père, alors qu'une jeune femme avec une queue de cheval argentée arrive sur les lieux. Qin Fan lâche sa matraque, soupirant que ses gars étaient trop faibles pour même compter comme un véritable entraînement. Il se tient au-dessus d'eux, déclarant qu'à partir de maintenant, plus personne ne viendra le provoquer. Il baisse les yeux sur le chef, se rappelant que dans sa vie passée, c'était ce même gang qui l'avait ruiné. Il peut encore voir le souvenir où il l'avait coincé dans une ruelle pour le tabasser à un doigt de la mort. À l'époque, ce même voyou s'était foutu de sa gueule pour avoir essayé de grimper l'échelle sociale en se mariant dans la famille Yu. La partie la plus douloureuse de ce souvenir, c'est le type menaçant de s'en prendre ensuite à ses parents. Dans le présent, le chef des voyous est en larmes, suppliant pour sa vie et jurant qu'il n'est qu'un homme de main. Qin Fan se fout de ses excuses. Il exige l'argent que Xuman leur a donné, et le type lui file rapidement une carte bancaire dorée. Il réalise que la fille voulait juste le faire taire pour protéger la réputation de sa famille, mais il est content de prendre leur fric en lot de consolation. Son instant de paix est interrompu par une voix perçante lui ordonnant de s'arrêter tout de suite. Xiao Xuan s'avance d'un pas furieux, l'accusant d'être une racaille sans foi ni loi pour avoir agressé des gens en plein jour. Voyant une chance de s'échapper, le chef aux cheveux rouges rampe vers elle, pleurant pour que la belle dame le sauve. Qin Fan ne se laisse pas faire et le fait taire avec un coup de pied fulgurant qu'il envoie glisser sur l'herbe. Le voyou est assommé, son visage embrassant la poussière pour la dernière fois aujourd'hui. Xiao Xuan est absolument furax, incapable de croire qu'il vient juste d'agresser quelqu'un sous ses yeux. L'ignorant, Qin Fan parle directement à la caméra que le larbin tient toujours, disant à Xuman que ses employés sont des incompétents. Il montre la carte dorée avec un petit sourire narquois, promettant à son ex-fiancé une énorme surprise la prochaine fois qu'ils se verront. Xiao Xuan en a vu assez et se jette sur lui, hurlant qu'il s'arrête. Qin Fan essaie de lui dire qu'elle se fait des idées, mais elle n'est pas d'humeur à écouter. Elle lui dit qu'il pourra expliquer son malentendu à la police une fois qu'elle en aura fini avec lui. Elle lui lance un coup de pied circulaire à la tête, mais Qin Fan note juste que sa posture est apax en grave-l'œil sans aucune substance. Il esquive sans effort et l'attrape par derrière, lui immobilisant les bras pendant qu'elle se débat pour se libérer. Voyant sa jeune maîtresse en danger, le garde du corps charge enfin, exigeant qu'il la lâche. Qin Fan ne perd pas le rythme, bloquant le lourd coup de poing du garde du corps avec sa main libre sans même regarder. Les yeux de l'ancien Gu s'écarquillent de pure incrédulité alors qu'il regarde la scène se dérouler. Xiao Xuan est tout aussi stupéfaite, la bouche grande ouverte alors qu'elle fixe le jeune homme. Qin Fan maintient facilement le poing du garde du corps en place, un sourire calme aux lèvres, et demande s'il peut enfin devenir sérieux. Il resserre légèrement sa prise, ses doigts s'enfonçant dans le poignet du garde du corps avec une force déconcertante. Avec une explosion soudaine d'énergie, Qin Fan pousse sa paume en avant, faisant reculer violemment le garde du corps. L'homme dérape sur l'herbe, incapable de trouver ses appuis, alors que l'ancien Gu appelle Xiao Wang avec inquiétude. Xiao Xuan est horrifiée, se précipitant vers le garde du corps au sol en lui demandant ce qui s'est passé. Elle n'en croit pas ses yeux,
L'oncle Wang est un soldat d'élite et un artiste martial de haut niveau. Pourtant il a été maîtrisé si facilement. Le garde du corps lutte pour reprendre son souffle, admettant qu'il a été complètement vaincu en un seul mouvement. Réalisant la gravité de la situation, l'ancien Gu s'avance et s'incline, s'excusant pour le comportement imprudent de sa famille. Il explique que Xiao Xuan a seulement agi par impulsion car elle ne savait pas que Qin Fan était la victime et qu'ils ne lui veulent aucun mal. Qin Fan lâche un petit rire, trouvant son entêtement amusant même si elle le soupçonne toujours d'être un voleur. Il clarifie qu'il s'occupait simplement d'un groupe de racailles envoyé par sa soi-disant fiancée et a décidé de récupérer leur salaire. La vérité s'installe alors que les voyous au loin supplient pour obtenir pitié, confirmant qu'ils ont bien été engagés par la famille Yu. Qin Fan relâche enfin son emprise sur le bras de Xiao Xuan, la tension entre eux commençant à se dissiper. Pendant un bref instant, ils se tiennent proches l'un de l'autre, et une légère rougeur monte aux joues de Xiao Xuan. Il lui dit de garder son sens de la justice pour les bonnes personnes la prochaine fois, et elle marmonne doucement des excuses. L'ancien Gu, impressionné par le caractère et la puissance du jeune homme, lui demande son nom et espère pouvoir le dédommager pour ce malentendu. Qin Fan répond qu'il n'est pas intéressé par les faveurs, mais puisqu'ils se sont rencontrés par hasard, il décide de lui offrir un petit conseil. Il regarde le vieil homme dans les yeux et lui dit qu'il devrait faire un bilan médical complet le plus vite possible. Xiao Xuan reste sans voix et troublée alors qu'elle le regarde s'éloigner. Elle observe son dos s'éloigner, se tournant vers son grand-père pour lui demander qui ce mystérieux garçon pouvait bien être. L'ancien Gu lui dit de prendre le conseil au sérieux, notant que quelqu'un capable de vaincre Xiao Wang si facilement doit être un grand maître légendaire. Xiao Xuan est sceptique, se demandant comment quelqu'un d'aussi jeune a pu atteindre un niveau de puissance aussi mythique. L'ancien Gu est convaincu que la rencontre avec Qin Fan est une opportunité envoyée par les dieux que la famille YE ne peut se permettre de gâcher. Il fixe le jeune homme du regard, persuadé que Qin Fan est destiné à devenir la personne la plus forte de l'histoire du pays. Pendant ce temps, dans un appartement de luxe, Wuxuman hurle de rage et fracasse son smartphone contre un miroir. Elle tremble de colère, incapable de comprendre comment ce déchet dont elle s'est débarrassée a pu acquérir des compétences aussi terrifiantes. Elle se demande s'il avait simulé sa faiblesse depuis le début juste pour la tromper. Mais elle se reprend rapidement, se convainquant que quelques techniques d'arts martiaux ne le sauveront pas face au véritable pouvoir et à l'autorité. Elle attrape un tube de rouge à lèvres, son expression se durcissant alors qu'elle prépare son prochain coup. Fixant son reflet, elle ricane, pensant que Qin Fan ne comprend clairement pas sa place dans ce monde. Elle mentionne que son père lui a déjà tendu un piège, et qu'elle a hâte de le voir ramper pour demander pardon. La scène se déplace à la périphérie de la ville, où la rumeur d'une énorme prime de relocalisation de 6 millions de yuan se propage. De retour à la maison, la mère de Qin Fan sert le repas et mentionne qu'un promoteur s'intéresse à leur petit terrain. Qin Fan mange en silence, se rappelant que dans sa vie passée, la famille Yu avait utilisé une somme bien plus importante pour manipuler ses parents. Son père est optimiste, espérant que l'argent leur donnera enfin le capital pour relancer l'entreprise familiale. Qin Fan arrête de manger et leur dit de lui laisser gérer toute la transaction, ce qui laisse ses deux parents sans voix. Il leur fait un sourire confiant, déclarant que 6 millions, c'est beaucoup trop bas, et qu'il s'assurera que les acheteurs paient le juste prix. Plus tard dans la soirée, une flotte de voitures de luxe s'arrête devant un lieu grandiose et illuminé où se déroule un événement mondain. À l'intérieur, Wuxuman est tiré à 4 épingles, au bras d'un jeune homme riche nommé Sun Yiming. Le grand hall est rempli de l'élite de la ville, tous réunis pour un événement de réseautage prestigieux organisé par la puissante famille YE. Wuxuman observe avec un sourire arrogant, déterminée à être le centre d'attention lors du grand anniversaire du plus grand casino clandestin de Jiangsu. Alors qu'elle traverse la salle avec Sun Yiming, elle entend la foule bourdonner au sujet de quelqu'un de la famille Qin qui a gagné gros sur un pari à haut risque. À une table voisine, le croupier annonce un gain massif de 2 millions en jetons, attirant tous les regards vers l'homme assis là. Qin Fan lève les yeux avec un sourire acéré et complice, saluant Wuxuman alors qu'elle s'approche de la table sous le choc. Faisant tourner un verre de vin, Qin Fan remarque d'un ton désinvolte qu'il cherchait juste un adversaire digne de ce nom pour jouer une main. Les mondains autour commencent à chuchoter entre eux, ne comprenant pas pourquoi le « rejeté » de la famille Qin ruinée se trouve à un événement aussi exclusif. Ils se foutent de sa gueule, supposant qu'il n'est là que parce qu'il est désespéré et qu'il essaie de sortir de la pauvreté en jouant. Qin Fan brandit une carte dorée avec un sourire provocateur, révélant que ses 200 000 de capital de départ étaient entièrement dus au sponsoring de Wuxuman elle-même. Sun remarque la tension et demande à Wuxuman si elle connaît ce type. Elle balaie la question, prétendant que leurs familles ont juste eu de vieilles affaires qui n'ont rien à voir avec elle. Wuxuman a l'air complètement dégoûté, pensant qu'un raté fauché comme Qin Fan n'a rien à foutre dans un endroit pareil. Sun ricane, se demandant comment une sous-merde comme lui a le culot d'essayer de draguer sa meuf. Il continue ses insultes, traitant Qin Fan de chien errant auquel la famille ou ne devrait même pas faire la charité. Qin Fan réajuste juste son col, demandant calmement si elle est vraiment la meuf de Sun pour commencer. Le gars sort une enveloppe, proposant de parier son contenu, ainsi que tous ses jetons si Xuman parvient vraiment à le battre. Son cœur rate un battement lorsqu'elle réalise exactement ce qu'il tient. C'est le contrat de mariage. Qin Fan propose de montrer la preuve à toute la salle, s'il pense que l'enjeu n'est pas assez élevé. Sun craque et accepte le pari, promettant de l'humilier et de le faire jeter du casino pour de bon. Xuman panique, sachant que si ce contrat est rendu public, sa réputation est foutue. Sun pense rendre service à l'élite mondaine en remettant ce rejeté
à sa place. Qin Fan fait simple. Le score le plus élevé remporte le lancer. Sun se marre, pensant que le gamin est en train de creuser sa propre tombe. La foule s'attroupe, se moquant du mec pour avoir débarqué à un événement mondain juste pour se ridiculiser. L'antagoniste commence à secouer le gobelet à dés, prêt à en finir. Qin Fan sourit en coin et fait de même. Le gobelet frappe la table dans un bruit sourd. Sun fait un 26. Un score énorme qui convainc tout le monde que le jeu est déjà plié. Qin Fan soulève son gobelet avec un grand sourire, s'excusant pour la mauvaise nouvelle. La foule se tait lorsqu'il voit les dés. Sa chance est presque impossible. Le croupier annonce la victoire pour le côté gauche, laissant Sun bouillir de rage parce qu'il a perdu à un point près. Qin Fan se penche en arrière de façon décontractée, s'assurant que Xum en sache bien qu'elle vient de perdre. Elle ne l'accepte pas, traitant cette victoire de coup de bol et exigeant qu'il fasse un 2 manches gagnant. Le gamin accepte, mais augmente encore les enjeux, mettant sa maison familiale en garantie. Il promet de la céder à la seconde où il perd. Xuman est secoué. 6 millions. C'est exactement la somme que son père utilisait pour essayer de piéger sa famille. Qin Fan rigole, invitant tout le monde dans le public à participer et à faire monter les enchères s'il pense pouvoir assumer. Sun ne compte pas se laisser faire devant la foule, alors il s'aligne sur la mise, déterminé à le ruiner sur le champ. Cette fois, il joue pour le score le plus bas, et Sun claque son gobelet sur la table. Il fait un 7, un score incroyablement bas qui fait hurler de joie la foule pour une victoire facile. Sun commence à se la péter, disant à Qin Fan de se préparer à retourner ramasser les poubelles dans la rue. Qin Fan lui dit juste de regarder de plus près, alors qu'il soulève lentement son gobelet. Les expressions dans la salle passent au choc total. Il fait encore plus bas, demandant d'un ton moqueur s'ils veulent tenter un 3 manches gagnantes pour la suite. Les gens dans le public pètent un plomb, refusant de croire que sa série de victoires est réelle. Un silence de mort s'abat sur la salle du casino. Le croupier annonce le total final. Le côté gauche vient d'empocher 1 milliard en jetons. Qin Fan regarde les visages abasourdis, se demandant pourquoi les gros parieurs ont soudainement arrêté de rire et n'ont plus d'argent. Sun pète complètement les plombs, hurlant que c'est impossible et que le mec doit tricher. Puisqu'ils ne peuvent plus se permettre de jouer, Qin Fan commence à récupérer ses gains, mais un employé intervient. Un homme en costume lui demande poliment de le suivre dans le salon de réception pour une rencontre avec le gérant. Le protagoniste ne s'inquiète pas, leur disant de lui payer ses gains d'abord pendant qu'il va voir ce qu'ils lui veulent. Sun et Xuman piquent une crise, hurlant que Qin Fan triche forcément puisque c'est le territoire de la famille YE. Dans un salon privé, un homme trapu, plus âgé, aux cheveux gris plaqués en arrière et portant des lunettes, Long Wu, observe la scène sur une tablette. Long Wu, le gérant en chef du casino, est assis entouré de gardes et exige de savoir comment Qin Fan a réussi à tricher. Qin Fan se cure l'oreille, affirmant calmement que c'était juste de la chance et que toute la foule de spectateurs peut témoigner pour lui. Il sait qu'il a utilisé son QI spirituel et sa vision à rayon X pour gagner, mais il sait aussi qu'ils ne peuvent rien prouver. Long Wu ricane, le traitant de rebut de la famille Qin et de novice total, qui n'a même jamais placé un pari de sa vie. Le gérant en a assez vu et ordonne à ses gardes de neutraliser le gamin. L'énergie spirituelle bleue s'embrase autour de Qin Fan alors qu'il exprime sa déception quant à la façon dont le manoir traite ses invités. Ailleurs, un homme en gilet marron se tient près d'une fenêtre, parlant sur son téléphone portable. C'est Jésus, un personnage puissant qui fume un cigare tout en regardant la ville d'en haut. Il dit à la personne à l'autre bout du fil qu'il n'a pas de temps à perdre avec des futilités en ce moment. C'est Long Wu au bout du fil, paniqué, qui signale que quelqu'un est en train de détruire le casino et de démonter tous leurs hommes. Jésus est abasourdi, exigeant de savoir qui aurait le culot de faire un truc pareil. Qin Fan arrache le téléphone, se présentant et disant au grand patron que son gérant refuse de lui payer ses gains. Plus tard, Qin Fan marche calmement sur la place tandis qu'un Long Wu amoché le suit, essayant toujours de faire le dur. Le gérant l'avertit que la famille YE est une dynastie militaire et une puissance à laquelle même la famille Qin ne devrait pas se frotter. Il prétend qu'il est trop tard pour espérer pitié et qu'une fois le patron sur place, aucune supplication ne le sauvera. Long Wu grince des dents, promettant que les maîtres de la force occulte qui entourent le patron l'écraseront comme un insecte. Qin Fan n'est pas impressionné, trouvant que ses gardes ne valent même pas les artistes martiaux de niveau intermédiaire qu'il a pu voir. Il dit au gérant qu'il n'est pas intéressé par l'idée d'écraser des faiblards. Il cherche juste un associé fiable. Pour lui, les niveaux d'arts martiaux sur Terre n'ont même pas effleuré le seuil de la véritable cultivation. Long Wu pense qu'il a perdu la tête, riant à l'idée que la puissante famille YE devienne le soutien d'un gamin. Qin Fan hausse les épaules, glissant qu'il ne verrait pas d'inconvénient à utiliser un peu de force si le patron ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il sait que la famille YE a une bien meilleure réputation dans la pègre que sa propre famille de traîtres. Dans sa vie passée, ces gens étaient les seuls à ne pas l'enfoncer quand il était au fond du trou. Le garçon réalise qu'avoir la famille YE comme allié rendrait son parcours de cultivation beaucoup plus simple. Long Wu n'arrive toujours pas à comprendre d'où ce pari attire autant de confiance. Soudain, une file d'hommes en costume sombre arrive, portant de lourdes mallettes argentées. Le groupe marche avec une précision militaire à travers la place. Long Wu se redresse, pensant que ses frères sont enfin là pour le soutenir. À son grand effroi, les gardes s'arrêtent tous et s'inclinent profondément, accueillant respectueusement le seigneur Qin. La mâchoire du gérant se décroche sous le choc total alors que le monde qu'il pensait connaître s'écroule. Jésus s'avance,
s'excusant auprès de Qin Fan pour le manque d'accueil digne de ce nom. Il explique qu'il a fallu un moment pour préparer le cash et désigne le milliard de gains. Long Wu essaie d'intervenir, balbutiant que le gars n'est qu'un fils abandonné de la famille Qin. Jésus ne le laisse même pas finir, le faisant taire d'une gifle brutale en plein visage. Le patron ordonne à ses hommes de traîner le gérant et de le punir selon la loi martiale. Pendant que les gardes emmènent un Long Wu hurlant, Jésus se tourne vers l'invité d'honneur. Il se présente comme le 4e enfant de la famille et le propriétaire du manoir. Le propriétaire demande pardon pour le comportement de son subordonné et promet de satisfaire n'importe quelle requête. Qin Fan lui serre la main, notant que est la première personne dans cet endroit à lui montrer un peu de respect. Jésus se marre, soulignant que c'est leur toute première rencontre. Jésus fait un grand sourire, affirmant qu'il a entendu parler de la grandeur de Qin Fan par son père et le déclarant bienfaiteur de la famille Qin Fan est pris de court par cette révélation, se demandant qui pourrait bien être le père de cet homme puissant. Le rugissement d'un hélicoptère remplit l'air alors qu'il descend vers la place du casino, avec quelqu'un à l'intérieur criant de reconnaissance. Qin Fan lève les yeux, surpris, alors que l'appareil plane juste au-dessus du sol. Depuis la porte ouverte, Ling fait de grands signes de la main tandis que son grand-père, le digne Kongjin, observe avec une expression calme. Voyant sa famille arriver, Jésus agite les bras et appelle sa fille avec affection. Qin Fan fait vite le lien, réalisant que la fille qu'il a aidée plus tôt est la jeune demoiselle de la prestigieuse famille Il réalise que le vieil homme qu'il a sauvé n'est autre que Kongjin, un général légendaire et le chef de la famille Jésus essaie de saluer son père, mais le vieux général le fait immédiatement taire avec un avertissement sévère sur le désastre potentiel qu'il a failli causer. Reportant son attention sur l'aîné, Qin Fan note qu'il semble y avoir une sacrée dose de destin qui les lie. Kongjin explique que lui et sa petite-fille étaient justement en train de parler de leur sauveur lorsqu'ils ont appris qu'il était arrivé au casino de son 4e fils. Au grand choc de sa famille, le grand général s'incline profondément pour s'excuser et exprime son désir de voir la famille se lier d'amitié avec Qin Fan. Ling suit l'exemple de son grand-père, rougissant légèrement alors qu'elle s'incline respectueusement devant le jeune homme. Qin Fan accepte le geste avec un léger sourire, décidant que puisqu'il lui montre un tel respect, il devrait leur rendre l'appareil. Il se fait la réflexion que ceux qui ont un passé militaire sont souvent plus doués pour reconnaître la vraie puissance et le mérite. Jésus, soulagé, offre son entière coopération, suggérant même de donner l'intégralité du manoir Shanshui à Qin Fan en guise d'excuse. Qin Fan décline la propriété du manoir, mais admet que transporter 1 milliard en liquide serait un sacré défi logistique. Pendant ce temps, de retour dans le salon de luxe, Xumeng fulmine à propos de Qin Fan, affirmant que sa présence a complètement gâché son humeur. Sun la réconforte, promettant qu'une fois que la famille en aura fini avec lui, ils auront le plaisir de le voir se faire jeter dehors. Leur arrogance s'évapore lorsque Qin Fan réapparaît, escorté par une escouade des gardes du corps d'élite du manoir portant des mallettes argentées. Qin Fan ordonne froidement aux gardes de charger d'abord ses gains dans sa voiture, et ils obéissent avec une déférence absolue. Sun et Xumeng restent sans voix et tremblants alors que les gardes appellent le garçon qu'ils méprisaient, Seigneur Qin. S'avançant vers le couple stupéfait, Qin Fan mentionne qu'il est revenu spécialement pour régler une dernière affaire. Avec un sourire moqueur, il sort un document et dit à Xumeng qu'il ne peut plus lui accorder l'honneur de leur contrat de mariage. La foule autour éclate en murmures alors que le secret du contrat de mariage entre le paria et l'héritière est révélé. Xumeng est paralysé par la honte tandis que les spectateurs réalisent que la richesse de sa famille s'est bâtie sur le dos de la famille même qu'elle vient d'insulter. Dans un ultime acte de défiance, Qin Fan déchire le contrat de mariage, divorçant officiellement de la traîtresse devant tout le monde. Il jette une poignée de billets en l'air, invitant toute la salle à boire sur son compte pour fêter sa nouvelle liberté. Alors que Xumeng hurle de fureur, la foule se fout de sa gueule pour s'être fait larguer publiquement par quelqu'un qu'elle considérait comme un déchet. Le visage de Sun se crispe de rage car il soupçonne Xumeng d'avoir travaillé en secret avec Qin Fan pour lui extorquer son argent. La relation du couple implose instantanément alors qu'ils se déchirent à coups d'insultes et d'accusations de trahison. Qin Fan s'éloigne sans un regard en arrière, satisfait de la surprise qu'il a laissée à ses ennemis. Avec une lueur froide dans les yeux, le jeune cultivateur note que son chemin de vengeance ne fait que commencer. Alors que le soir tombe sur la ville, il rentre chez lui, ne pensant qu'à offrir un meilleur repas à ses parents. Depuis leur modeste appartement, sa mère et son père regardent avec incrédulité une limousine de luxe de classe mondiale s'arrêter devant leur immeuble. Un homme saute de la voiture et court vers l'entrée, appelant le père de Qin Fan avec une familiarité urgente. Ailleurs, le directeur corrompu de l'école prépare son prochain coup, exigeant que le surveillant général l'aide à se venger. Le surveillant accepte, rappelant comment le récent scandale impliquant le directeur l'a empêché d'assister à l'anniversaire de la famille Le directeur ricane à l'idée de laisser un « déchet » comme Qin Fan restait dans son école, si ce n'était pour le plaisir de se moquer de la famille Qin. Il traverse les couloirs de l'école, suivi par des élèves lèche-bottes qui pensent que Qin Fan devrait être reconnaissant de sa place dans l'établissement. Croyant que la famille Qin a finalement abandonné le garçon pour de bon, le directeur décide qu'il est temps de le ruiner définitivement. Il ouvre violemment une porte pour livrer son ultimatum,
pour se figer à la vue de 2 officiers militaires stoïques qui attendent à l'intérieur. Le directeur et le surveillant restent cloués sur place en se retrouvant nez à nez avec un groupe de soldats d'élite montant la garde dans le couloir. Des sueurs froides perlent sur le front du directeur lorsqu'il réalise que ces hommes ne sont pas de simples locataires, mais du personnel militaire surentraîné. Tremblant, le directeur se demande s'ils se sont trompés de bâtiment, tandis que le surveillant est abasourdi de trouver une telle présence militaire dans un appartement délabré. L'un des soldats reconnaît les 2 hommes, sa voix dégoulinant d'une fausse politesse alors qu'il énonce leur titre. Kin Fan descend l'escalier avec un air décontracté, les mains dans les poches, et demande pourquoi les estimés responsables de l'école n'ont pas annoncé leur visite. Voyant leur cible, le directeur et le surveillant retrouvent instantanément leur arrogance, hurlant à l'élève qu'il croit cacher de faire venir ses parents. Le directeur se lance dans une tirade sur le mépris de Kin Fan pour le règlement de l'école, jurant de faire ramper le garçon à genoux pour implorer sa pitié. Leur bravade est de courte durée car les soldats bougent d'un coup, plaquant le directeur et le surveillant contre les murs avec une force déconcertante. Pris de panique, le directeur explique frénétiquement qu'ils sont simplement là pour des affaires scolaires officielles afin de discipliner un élève à problème. L'un des soldats ignore sa supplique, regardant vers Kin Fan et demandant avec un regard froid et perçant comment il veut gérer ces idiots imprudents. Kin Fan s'avance avec un sourire suffisant, notant que ses anciens bourreaux se sont gentiment livrés à lui pile à l'heure. Le surveillant est jeté au sol, haletant d'incrédulité lorsqu'il réalise que les militaires prennent en fait leurs ordres du garçon qu'ils comptaient ruiner. Le directeur continue de se débattre, accusant Kin Fan d'avoir rejoint un gang criminel et croyant stupidement pouvoir défier l'autorité de l'école. Kin Fan ordonne aux gardes de relâcher l'homme, pendant que le directeur se vante de ses relations avec les puissants syndicats financiers de la ville. Interprétant mal l'ordre de Kin Fan comme un signe de soumission, le directeur ricane en disant que la peur du garçon arrive bien trop tard. Avant qu'un autre mot ne puisse être prononcé, Kin Fan balance une gifle rapide et surpuissante qui fait violemment reculer la tête du directeur. Le surveillant regarde avec une horreur absolue, la mâchoire pendante, son puissant beau-frère se faire agresser physiquement par un élève. Les soldats derrière eux éclatent de rires et d'acclamations, complètement impressionnés par le manque d'hésitation du jeune maître. Effondré sur le sol et se tenant la joue meurtrie, le directeur ne peut que bredouiller de rage face à l'audace inouïe de ce coup. Kin Fan ne s'arrête pas là, enchaînant avec un coup de pied brutal qui envoie le responsable corrompu glisser sur le carrelage. Un hurlement de douleur résonne dans le couloir alors que le directeur s'effondre, tandis que le surveillant se recroqueville dans un silence terrifié. Se tenant au-dessus de son ennemi à terre, Kin Fan commence à énumérer froidement les nombreux crimes du directeur, des détournements de fonds à l'exploitation des profs. Le directeur essaie de couvrir sa voix en hurlant, rejetant désespérément les accusations comme de simples calomnies infondées. Baissant les yeux, rempli de mépris, Kin Fan se souvient du destin tragique d'un professeur de sa vie passée, victime de ce même homme. Kin Fan lâche une bombe. Il sait que le directeur le filmait secrètement en train de se faire harceler juste pour lécher les bottes de la famille principale Kin. Le visage du gros plein de soupe devient livide. Il n'arrive pas à croire que le gamin soit au courant. Le directeur essaie de faire le dur, hurlant que sans la famille Kin, un bouseux comme lui n'est absolument rien. Il menace même de le faire tuer d'un simple coup de fil. Kin Fan se contente de sourire. Il met le gars au défi de passer cet appel et de trouver son pote le plus puissant pour venir le sauver. Le directeur éclate de rire, pensant avoir le dessus. Il commence à se vanter de tous les riches héritiers qui fréquentent son école. Il balance même le nom de la puissante famille YE, prétendant avoir des liens avec leur second jeune maître. Il hurle que si la famille YE le voulait, elle pourrait écraser un moins que rien comme Kin Fan comme un insecte. Pile au bon moment, Jisu entre, portant une boîte cadeau. Kin Fan le salue comme un vieil ami, l'appelant oncle YE. Jisu est furieux. Il dit au type de fermer sa gueule et s'adresse à Kin Fan avec un respect total en l'appelant Maître Kin. Le directeur et le surveillant ont l'air d'avoir vu un fantôme. Ils n'arrivent pas à croire que le chef de la famille YE soit vraiment là. Jisu met les choses au clair. Sa famille n'a aucun accord spécial avec l'école et ils ne soutiennent certainement pas ces deux-là. Pendant ce temps, ces soldats se mettent au garde-à-vous. Le surveillant commence à suer à grosses gouttes, réalisant à quel point ils sont dans la merde maintenant que le vrai pouvoir est là. Le directeur tombe à genoux, suppliant Jisu d'avoir pitié et essayant de prétendre que Kin Fan n'est qu'un fils abandonné sans importance. Kin Fan et Jisu le regardent avec une pure froideur. Pour eux, ce type est déjà mort. L'esprit du directeur craque complètement. On dirait que son âme quitte littéralement son corps de pure terreur. Le surveillant est dans une incrédulité totale. Il n'arrive pas à concevoir comment un raté, comme Kin Fan a rallié toute la famille YE à sa cause. Il demande désespérément ce que Kin Fan a bien pu faire pour obtenir un tel soutien. Kin Fan hausse simplement les épaules, disant qu'il est juste allé au casino et a gagné un peu d'argent de poche. Les gardes de la famille YE troquent leur équipement tactique contre des tabliers et commencent à servir un festin massif et luxueux. Les parents de Kin Fan sont complètement abasourdis. Ils n'ont jamais vu autant de nourriture de leur vie, encore moins servis par des soldats. Le père demande ce qui se passe, et Kin Fan explique d'un ton détendu que les responsables de l'école sont venus s'excuser pour leur erreur. Le directeur et le surveillant se mettent à pleurnicher, se qualifiant d'animaux et suppliant pour qu'on leur pardonne d'avoir extorqué la famille. Le père réalise que ces deux-là avaient même volé l'argent destiné aux frais de scolarité de Kin Fan. Les deux officiels corrompus se prosternent sur le sol,
implorant pour leur vie alors qu'ils réalisent que leur carrière et leur vie sont foutues. Jésus leur dit qu'ils ont toutes les preuves dont ils ont besoin. Ces hommes attrapent les fonctionnaires et les traînent dehors pour faire face à leur punition. Kin Fan rassure ses parents. Ils n'auront plus jamais à s'inquiéter que quelqu'un l'embête à l'école. Il se tourne ensuite vers son père et lui demande comment se sont passées ces récentes négociations commerciales. Le père est rayonnant. Il dit que tout s'est passé à merveille et remercie le patron YE d'avoir rendu les choses si faciles. Jésus leur dit de considérer leur famille comme amis à partir de maintenant. Il indique clairement qu'ils ont son entière protection. Les parents voient ça comme une énorme bénédiction alors que Kin Fan et Jésus s'éloignent pour une conversation plus privée. Jésus confirme qu'il a déjà effacé chaque vidéo et trace du harcèlement de Kin Fan des dossiers de l'école. Kin Fan remet les herbes médicinales qu'il a préparées, disant à Jésus de les rapporter pour l'ancien YE. Il remercie l'homme pour la sincérité que la famille YE a montrée dans leur alliance et pour avoir veillé sur ses parents. Jésus admet qu'ils ont en fait une faveur à lui demander en retour de leur soutien. Kin Fan lui dit d'y aller et de dire ce qu'il a en tête. Jésus explique qu'en raison de leur passé militaire, ils croisent souvent la route de puissants artistes martiaux. Ils se remémorent un conflit d'il y a 9 ans où un seul mercenaire a failli les anéantir tous. Le nom de cet homme est Lang Xiaosheng, et il a apparemment atteint le sommet absolu des arts martiaux. La famille YE a réussi à le vaincre à l'époque et l'a banni du pays pour 10 ans. Mais cet homme a gardé rancune depuis, et il attend juste le bon moment pour se venger. Kin Fan demande s'il cherche un renfort puissant, mais Jésus le corrige. Ils veulent qu'il devienne leur divinité gardienne. Jésus s'incline profondément, promettant que la famille YE fera tout ce qu'il faut pour soutenir Kin Fan alors qu'il atteint son plein potentiel. Kin Fan est satisfait de la façon dont la famille YE s'est montrée raisonnable. Il dit à Jésus qu'ils sont plutôt sympathiques. Jésus lui serre la main, disant qu'il a hâte de recevoir les conseils de Kin Fan. En échange, Kin Fan promet de faire de même. De retour dans sa chambre, Kin Fan se met au travail. Il sait qu'avec le QI spirituel sur Terre, devenir un maître de la transcendance le rendrait inarrêtable parmi les mortels. Il concentre son énergie, formant un seau lumineux entre ses doigts alors qu'il commence le processus de raffinement. Il a hâte de voir jusqu'où il peut progresser dans ce monde. Il invoque un feu doré du bout de ses doigts, utilisant la chaleur intense pour commencer à traiter les herbes médicinales. Il ordonne à l'énergie de s'élever, entourant les ingrédients d'un tourbillon de flammes et de pouvoir spirituel. Les herbes qu'il utilise ont à peine de QI spirituel, mais il se dit qu'il peut compenser par la quantité. Après quelques tentatives, il parvient à raffiner une poignée de pilules de nourrissement d'origine basique. Mais son feu doré actuel est encore beaucoup trop faible. Il réalise qu'il aura besoin d'un bien meilleur équipement s'il veut raffiner quoi que ce soit de plus avancé. Pour l'instant, ces pilules basiques suffisent à l'aider à commencer à forger son corps physique. Il en avale une comme si c'était un bonbon. Il décide d'utiliser l'art du firmament azur, qui est la méthode de fondation la plus solide pour son niveau actuel. Il commence à condenser tout le QI spirituel qu'il a absorbé, le forçant à pénétrer profondément dans ses muscles et ses os. Ses yeux brillent d'une lumière bleue froide alors qu'il réussit à forger sa chair, renforçant son corps de l'intérieur. Le lendemain matin, Kin Fan arrive à la gigantesque demeure de la famille YE. Le personnel est aligné pour l'accueillir avec un respect absolu. Jésus et le reste de la famille sont ravis de le voir. Ils se plient pratiquement en 4 pour accueillir leur jeune faiseur de miracles. L'ancien YE Kongjin se sent incroyablement bien. Il dit à Kin Fan qu'après juste un jour de ce remède, son état s'est déjà amélioré bien plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Kin Fan explique que la première pilule servait juste à renforcer son corps pour qu'il soit prêt pour un traitement beaucoup plus approfondi aujourd'hui. Il sait que même si la pilule était un prototype, c'est amplement suffisant pour qu'un mortel âgé puisse l'encaisser. Le reste de la famille accepte de sortir pour ne pas déranger le traitement. YE Aoxuan supplie Kin Fan de bien prendre soin de son grand-père. Kin Fan dit à l'ancien YE de s'asseoir. Alors que les autres sortent, il aperçoit YE Aoxuan s'éloigner. Il se souvient soudainement du gars. Dans sa vie passée, Aoxuan était l'un des rares à avoir pris sa défense. Il place sa main luisante sur le bras du vieil homme, et une vague d'énergie spirituelle commence à circuler dans le corps de l'aîné. Un souvenir du terrain de sport de l'école lui traverse l'esprit. Aoxuan était le seul gosse de riche à avoir jamais levé le petit doigt pour l'aider quand les harceleurs l'entouraient. À l'époque, un Kin Fan plus jeune était à terre, terrifié, pendant qu'Aoxuan s'interposait entre lui et ses bourreaux. Un gamin du nom de Aolin se foutait de sa gueule, affirmant que Kin Fan avait marché sur ses nouvelles baskets et devait en payer le prix. Les sbires d'Aolin disaient à Aoxuan de ne pas s'émerder à l'aider, puisque Kin Fan n'était qu'un fils abandonné de la famille Qin. Aolin exigeait que Kin Fan se mette à genoux et se prosterne jusqu'à ce qu'il soit satisfait, ou sinon il ferait payer la dette à ses parents. Aoxuan avait dit aux harceleurs qu'ils allaient trop loin et avait même proposé de payer pour les chaussures lui-même. Mais le jeune Kin Fan, se sentant totalement vaincu et impuissant, s'était réellement mis à genoux sur le trottoir mouillé. Aoxuan était furieux de son manque de courage, lui hurlant de se lever et d'avoir un peu de cran. Mais Kin Fan lui avait juste dit d'arrêter de l'aider, lui demandant s'il pouvait vraiment le protéger pour toujours. Les harceleurs se contentaient de rire de lui, le traitant de lâche et se moquant de la famille Qin pour l'avoir jeté à la rue. Aoxuan avait essayé de le prévenir que s'il cédait maintenant, les harceleurs empireraient les choses la prochaine fois qu'il ne serait pas là. Mais à l'époque, Kin Fan sentait qu'il n'avait absolument rien. Ni statut, ni force,
ni aucun moyen de se défendre. Aoxuan l'avait juste fixé avec frustration, incapable de comprendre pourquoi il n'essayait même pas de se défendre. Il avait fini par partir, disant à Qin Fan que quelqu'un qui n'essaie même pas de se sauver lui-même ne vaut pas la peine d'être sauvé. De retour dans le présent, Qin Fan poursuit le traitement. Il se souvient qu'à l'époque, il était trop terrifié d'entraîner ses parents dans sa chute pour faire confiance à la gentillesse d'un étranger. Ses yeux brillent alors qu'il guide l'énergie. Ils ne se sont plus jamais croisés après ce jour, mais il n'a pas oublié ce geste de bonté. Il trouve ironique qu'il se soit retrouvé dans cette vie dans des circonstances si différentes. Il continue de réparer les méridiens endommagés de l'ancien. Il reconnecte avec succès les voies dans le corps du vieil homme, restaurant un flux d'énergie bloqué depuis des années. Qin Fan demande comment il se sent, et l'ancien Y bondit, exultant de joie. Il dit qu'il se sent rajeuni de plusieurs décennies et qualifie cela de miracle absolu. Qin Fan lui tend un flacon avec quelques pilules supplémentaires, lui disant de les donner au reste de la famille pour aider à renforcer leur constitution. L'aîné ne sait comment le remercier. Qin Fan sourit, leur disant de ne pas en faire toute une histoire. Il dit que ça doit juste être le destin que lui et la famille Y se soient croisés. Y Ling serre son grand-père dans ses bras en larmes, tandis que Y Aoxuan regarde avec une pure incrédulité son grand-père guéri si vite. Y Jisu serre fermement la main de Qin Fan, déclarant que la famille Y n'oubliera jamais cette immense faveur. Qin Fan minimise la chose, mentionnant qu'il leur demandera probablement de l'aide pour quelques trucs à l'avenir de toute façon. Jisu lui dit qu'il n'a qu'à demander. Qin Fan explique qu'il cherche un endroit riche en énergie spirituelle, semblable au bord du lac où ils se sont rencontrés. Il donne également à Jisu une liste de 5 ingrédients médicinaux incroyablement rares dont il a besoin, incluant du Lingxi millénaire et du lotus des neiges de la montagne de glace. Jisu commence immédiatement à prendre des notes sur son téléphone, promettant d'envoyer des équipes de recherche tout de suite. Il demande si Qin Fan a d'autres projets immédiats. Qin Fan sait que ces objets vont bientôt faire grand bruit dans le monde. En faisant agir la famille Y maintenant, ils peuvent devancer tout le monde. Qin Fan dit qu'il retourne à l'école pour l'instant, car ses parents n'arrêtent pas de lui prendre la tête avec ses notes. Jisu éclate de rire, notant que malgré ses pouvoirs incroyables, il reste un fils pour ses parents. Il promet que la famille Y l'aidera à garder son identité secrète. Jisu mentionne que puisqu'ils ont remplacé la direction corrompue de l'école, ils pensaient organiser une immense fête en l'honneur de Qin Fan. Qin Fan est pris au dépourvu par l'idée. Jisu insiste sur le fait qu'il le mérite pour avoir nettoyé l'école et sauvé tout le monde de l'ancien régime. Jisu ajoute que les profs et les élèves meurent d'envie de savoir qui est le grand héros qui a tout arrangé. Qin Fan décline poliment la fête mais suggère qu'ils organisent un événement pour toute l'école à la place. Quelque chose pour aider tout le monde à se détendre. Jisu est intrigué. Jisu accepte, voyant la sagesse dans la suggestion du jeune maître. Coupure sur la cour de l'école, où une énorme banderole annonce l'ouverture des rencontres sportives de printemps du collège numéro 7. Les élèves débordent d'excitation. Ils trouvent étrange que l'école injecte soudainement de l'argent dans un événement sportif alors qu'avant ils ne se souciaient que des examens. L'atmosphère est électrique. Tout le monde est reconnaissant envers la nouvelle direction de l'école de leur donner enfin la chance de vraiment s'amuser. Sur la piste d'athlétisme, Qin Fan termine ses échauffements. Quelques jours de cultivation intense ont enfin achevé le renforcement initial de son corps. À sa grande surprise, il a même réussi à former les bases du physique suppresseur d'enfer, un état physique incroyablement puissant. Alors qu'il réfléchit à ses prochaines étapes pour augmenter sa cultivation, il entend une voix familière l'appeler. Ce sont Y Ling et Aoxuan. Aoxuan explique que son père les a fait transférer dans la classe de Qin Fan. Y Ling, rougissant un peu, dit qu'elle est venue avec son grand-père pour les encourager tous les deux. Y Ling ne peut s'empêcher de remarquer que Qin Fan semble être devenu encore plus beau. Elle détourne rapidement le regard, le visage rouge. Qin Fan leur fait un petit sourire alors que l'annonce de la première épreuve retentit dans les haut-parleurs, appelant toutes les classes à se rassembler. Alors qu'il se dirige vers le terrain, Qin Fan remarque que Aoxuan a l'air de déborder de questions. Il demande s'il a quelque chose en tête. Aoxuan demande avec hésitation si les rumeurs sont vraies. Qin Fan a-t-il vraiment neutralisé toute une équipe de sécurité à lui tout seul? Qin Fan lui dit simplement de regarder et d'admirer. Le pistolet de départ retentit, et la course à pied commence. La foule n'en croit pas ses yeux, alors que Qin Fan fonce sur la piste. Il franchit la ligne d'arrivée à une vitesse qui semble physiquement impossible, laissant tous les autres sur place. Lors de l'épreuve de tennis, il frappe la balle avec une telle force qu'elle fracasse le sol du côté de l'adversaire. L'autre joueur reste figé, sous le choc. Vient ensuite le saut en longueur. Qin Fan s'élance, planant dans les airs bien au-delà de la fosse de réception. Les juges sont abasourdis, réalisant qu'il vient d'exploser un record du monde sans même transpirer. Qin Fan reste planté là, l'air de se faire grave chier. Pendant le match de basket, Qin Fan dunk avec une telle puissance brute que le panneau en verre explose complètement en 1000 morceaux. Debout au milieu des débris de verre, Qin Fan réalise qu'il y est peut-être allé un peu fort et note mentalement de se retenir un peu plus à l'avenir. La foule est en délire. Depuis les gradins, Y Ling et son grand-père l'encouragent, tous deux immensément fiers de l'incroyable démonstration du jeune homme. Loin au-dessus des gradins, une figure mystérieuse observe l'événement de près, les yeux fixés sur Qin Fan depuis Londres. Un chef de la sécurité de la famille Y fait son rapport dans son oreillette,
confirmant que le périmètre est dégagé. Il ordonne à toutes les unités de se préparer pour leur prochain mouvement. À la piscine de l'école, la course est lancée, mais un mec laisse tous les autres dans son sillage. Kin Fan touche le mur en premier, ayant l'air de sortir tout droit d'un magazine de fitness. Les filles dans les gradins deviennent folles. Elles n'arrivent pas à croire que ce mec taillé en V est dans leur école depuis tout ce temps. Ça ne fait pas rire Y King. Mais Y Jésus pense que le gamin profite clairement de son quart d'heure de gloire. Le patriarche Y et les autres regardent depuis le bord. Le vieil homme sait que cette petite mare ne retiendra pas Kin Fan bien longtemps. Aoxuan atteint enfin le bord, complètement cramé. Il lève les yeux pour voir Kin Fan se tenir au-dessus de lui comme si de rien n'était. Kin Fan se sèche les cheveux, s'en foutant royalement de ce qui l'entoure. Aoxuan le fixe, se demandant comment diable ce type peut être le même que celui qu'il connaissait. Pour Aoxuan, Kin Fan ressemble à un parfait inconnu. Kin Fan le regarde juste de haut avec un regard glacial. Il tend la main à son rival, lui disant qu'il revient littéralement de l'enfer. Il tire Aoxuan hors de l'eau, mais il ne reste pas seul très longtemps. Les filles leur tombent dessus immédiatement, suppliant pour avoir son numéro et lui demandant d'être amis. La machine à rumeurs s'emballe. Tout le monde raconte comment le fils abandonné de la famille Qin est devenu milliardaire du jour au lendemain. Même Aoxuan se retrouve pris entre deux feux. Les filles les traitent comme s'ils faisaient partie d'un boys band. Elles commencent à les supplier pour un rencard à midi, s'approchant beaucoup trop près. C'en est trop. Ils ont tous les deux l'air d'avoir vu un fantôme. Ils ne restent pas dans les parages pour taper la discute. Ils se tirent fissa. Les filles restent sur le carreau, se demandant pourquoi leur beau gosse a tout simplement disparu. Regardant depuis le balcon, Y King est saoulé. La soif de ses filles a juste fait fuir leur invité. Jésus se marre juste des drames de la jeunesse, mais King a vraiment le séum de ne pas avoir pu l'inviter à déjeuner. Le sourire de Jésus s'efface. Il n'aura aucune pitié pour quiconque essaierait de ruiner ce moment de paix. Le patriarche est tout aussi glacial. Quiconque cherche les embrouilles ne reviendra pas vivant. Pile au bon moment, un groupe de mercenaires se déplace dans les couloirs. Ils ont repéré leur cible au 2e étage. Ils défoncent la porte, pensant qu'ils ont une capture facile. À l'intérieur, Kin Fan est juste en train de mettre sa veste. Il dit à Aoxuan que ses filles étaient en fait une plus grande menace que ces types. Les mercenaires se croient balèzes, mais Kin Fan trouve ça chiant de tabasser des petits gosses. Il y a un bruit rapide et confus de lutte derrière les portes fermées. Puis la porte s'ouvre lentement. Kin Fan et Aoxuan sortent en marchant sur une pile de corps inconscients. Ces tueurs professionnels étaient encore plus faciles à gérer que les gardes du casino. Aoxuan contacte son oncle pour lancer le nettoyage. Kin Fan sent qu'il y a encore quelques rats à attraper. Il veut boucler ça vite. Il a une compétition cet après-midi et il ne compte pas louper le déjeuner. Du côté de la cafétéria, un autre mercenaire a les yeux fixés sur une nouvelle cible. Y King essaie juste de profiter de son repas en solo, pendant que sa famille gère les affaires. Son esprit retourne à la piscine, se demandant où Kin Fan a bien pu disparaître. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il a carrément pris du muscle depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Elle se dit qu'elle essaie juste de bâtir une bonne relation avec leur bienfaiteur, mais son visage dit le contraire. Elle sort son téléphone pour prendre des nouvelles de Aoxuan. Le mercenaire voit son ouverture. Il signale par radio que la demoiselle de la famille Y est toute seule. Une voix à l'autre bout lui dit d'y aller, mais une ombre plane déjà au-dessus de lui. Le mercenaire se fige. Il réalise trop tard que quelqu'un se tient juste derrière lui. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'école, Zanlong observe les anciens de la famille Y depuis l'ombre. Il pense que le vieil homme fait enfin son âge et perd la main. Zanlong entre dans le gymnase avec son équipe, se moquant de la famille Y qui a assez de temps libre pour regarder une course de natation d'élèves. Y Jésus reconnaît immédiatement le chef blond. Il est choqué de voir quelqu'un du cercle de Lang Xiaosheng se pointer avant même que leur accord de 10 ans ne soit écoulé. Zanlong n'est pas là pour taper la discute. Il rappelle à Jésus comment son maître a été autrefois chassé du pays et déclare qu'il est enfin temps de récolter cette vieille dette. Jésus n'y va pas par 4 chemins, les traitant de traîtres qui ont vendu leur propre pays pour jouer les toutous d'une nation étrangère. À ses yeux, il ne mérite même pas de fouler ce sol. Zanlong hausse les épaules. Pour lui, c'est juste un job pour le plus offrant, et il est plus qu'heureux de changer de camp si le prix y est. Dehors, le son d'un fusil de sniper qu'on arme résonne dans l'enceinte de l'école. Soudain, une série de points laser rouges apparaissent sur Zanlong et ses hommes. Le chef mercenaire est stupéfait de voir que c'est lui qui est pris pour cible. Le patriarche Y s'avance avec un regard glacial. Il rappelle aux chiens errants que tant que la famille Y sera dans les parages, Luaxia est bien gardée. Zanlong retrouve son sang-froid et sort une radio, annonçant fièrement que tout le monde dans l'école est désormais pris en otage. Il se penche en avant, menaçant qu'avec un seul ordre, n'importe qui, y compris les héritiers de la famille Y, pourrait crever à tout instant. Jésus le fixe sans sourciller, complètement impassible. Il dit aux mercenaires d'y aller et d'essayer. Zanlong appuie sur le bouton de sa radio, hurlant à ses hommes de commencer à exécuter la foule pour les échauffer, mais il ne reçoit qu'un silence de mort en retour. Il fixe l'appareil avec confusion, se demandant pourquoi aucune de ses escouades ne répond. Une voix calme sort soudainement du haut-parleur, notant qu'il ne reste plus qu'un boss à régler. À l'entrée du gymnase, Kin Fan entre d'un pas décontracté,
tenant l'un des communicateurs des mercenaires. L'un des hommes de Zanlong panique, réalisant qu'ils ont perdu le contact avec absolument toutes les escouades de l'école. Zanlong est dans une incrédulité totale. Il n'arrive pas à comprendre comment la sécurité de la famille YE a pu neutraliser toute son équipe si rapidement. Il révèle qu'ils suivaient les mercenaires depuis leur entrée dans le pays et qu'ils ont seulement laissé la sécurité légère pour les appâter. Il ajoute qu'ils n'avaient même pas besoin d'une grande force pour ce piège. Qin Fan jette les appareils capturés au sol, expliquant qu'un groupe d'artistes martiaux essayant de se cacher parmi des gens ordinaires, c'est comme le nez au milieu de la figure. Ils étaient trop faciles à repérer. Il a l'air de s'ennuyer ferme en leur disant qu'ils étaient incroyablement faciles à trouver. Derrière lui, Aoxuan finit par les rattraper, le souffle coupé après avoir traversé tout le campus en courant. Aoxuan n'arrive pas à croire que Qin Fan ne soit même pas essoufflé après avoir nettoyé l'école. Zanlong fixe le gamin, essayant toujours de digérer comment un ado a pu faire tout ça. Le choc de Zanlong se transforme en rage. Il refuse de croire qu'il a été vaincu par un morveux à peine sevré. Le corps de Qin Fan commence à briller d'une aura bleue terrifiante. Il a fini son échauffement et est prêt à passer aux choses sérieuses. Il fait craquer ses jointures et regarde Zanlong droit dans les yeux, mettant le mercenaire au défi de lui offrir un vrai divertissement.